Mesdames et messieurs, Madame la secrétaire générale, Mesdames et messieurs les inspecteurs, premier et second degré, Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, il me revient donc de vous présenter un travail, mais qui est un travail collectif, que nous avons mené avec les formateurs académiques sur les éléments de cadrage. Comme Madame la rectrice et Madame la secrétaire générale le rappelaient, tous les personnels que l'on va appeler les évaluateurs, c'est-à-dire les corps d'inspection et les chefs d'établissement, ont bénéficié au cours de ce mois, entre la fin septembre et les derniers qui ont eu lieu mi-octobre, de formations par bassin. Au cours de ces formations par bassin, un certain nombre d'ateliers ont été menés. Ces ateliers ont permis de faire remonter des questions, d'une part, que Madame la secrétaire générale vous a précisé, mais également de permettre des travaux qui ont nourri ce diaporama, et en tout cas ces échanges que je vais donc présenter, et qui nous ont permis peut-être en effet, comme on disait, de cadrer un certain nombre de choses, peut-être de préciser, de clarifier un certain nombre de points, et de pouvoir répondre, peut-être de susciter d'autres questions, enfin peut-être pas trop quand même. Donc nous avons fait le choix de mettre une métaphore un petit peu cinématographique pour présenter ces éléments de cadrage. Parce que la réussite d'un film, si on file cette métaphore cinématographique, elle tient à plusieurs facteurs, à de multiples facteurs, et qu'il en faut un certain nombre. Le premier, il faut une histoire solide pour faire un bon film avec quelques faits saillants. Ici, les faits saillants et l'histoire solide, c'est celle que nous évoquions, c'est-à-dire la rénovation de la démarche d'évaluation et le développement professionnel qui doit être dorénavant au cœur de ces rendez-vous de carrière et de cette démarche d'évaluation. Mais une bonne histoire ne fait pas forcément un bon film, et il faut aussi tout le talent et toutes les compétences de tous ceux qui vont y participer pour que ce soit une réussite. Et quand je parle de talent de tous ceux qui vont y participer, je pense tout autant aux évaluateurs que nous sommes dans cette salle, personnel de direction et corps d'inspection, mais également des évalués, c'est-à-dire des personnels enseignants que nous aurons au cours de cette année et des années suivantes vocation à rencontrer. Et puis, il faut aussi, et je terminerai cette métaphore cinématographique ainsi, il faut que le film transmette des valeurs. Et ces valeurs, qu'au cours des rencontres en bassin, nous avons essayé de construire avec vous, c'est des valeurs où il sera question de bienveillance, de rigueur, de justice, en somme d'éthique professionnelle. Donc voilà. Donc nous avons fait le choix de faire pour là encore continuer, j'en aurai terminé, d'abord une approche globale, une sorte de synopsis de ce film. Nous prendrons ensuite 3 zooms et nous finirons par un travelling. Alors, premier point que je souhaite évoquer, c'est le focus sur la façon dont va se mettre en place le PPCR, et particulièrement les rendez-vous de carrière. Ensuite, un point particulier sur la conduite des entretiens. Ensuite, un point également sur la rédaction des appréciations littérales. Comme tout un chacun, nous citons ces sources, nous sommes beaucoup appuyés sur le guide que vous connaissez maintenant, le guide EduScol, et notamment l'annexe 4. Et puis nous avons aussi travaillé avec le groupe de formateurs sur un document un petit peu plus ancien, mais qui reste pleinement d'actualité, qui avait été mis en place par la DGRH il y a presque 10 ans maintenant, autour de la conduite des entretiens professionnels, mais qui nous a quand même beaucoup servi sur un certain nombre de points. Et puis nous terminerai par une proposition d'harmonisation des conditions d'évaluation, qui est aussi un sujet qui intéresse. Alors, premier point, la vision synoptique du rendez-vous de carrière.
On l'a pris à travers 4 entrées. L'entrée des évaluateurs, l'entrée des évalués, l'entrée des gestionnaires RH, qui sont quand même aussi assez importants, et puis des autorités académiques, rectrices ou recteurs ou d'ASEM. Alors, le premier point, la première phase de ce synoptique, il y en a 3. La première phase est une phase d'information et de préparation de la campagne qui se déroule à l'année, alors idéalement, bon cette année ça a été un petit peu particulier, mais idéalement qui se situe à l'année, au cours du mois de juin de l'année précédant le rendez-vous carrière. En l'occurrence, ça aurait pu être pour nous en juin 2017. En juin 2017, c'est le début de la campagne, qui était donc initiée par les services gestionnaires de ressources humaines des académies, et qui détermine la liste des éligibles, comme l'évoquait Mme la secrétaire générale, 6e, 8e, hors classe, via cette application SIAE qui a été créée pour l'occasion. Cette application informe de manière dématérialisée tous les évaluateurs de la liste des personnes qu'ils auront à avoir dans le cadre d'un rendez-vous de carrière. Et également, dans le même temps, les personnels évalués ont été eux-mêmes informés par voie numérique, e-prof ou boîte mail professionnelle, de ce rendez-vous de carrière qu'ils auront, et on leur aura même envoyé, mis à disposition un certain nombre de documents, notamment le guide, qui est d'ailleurs commun aux évaluateurs et aux évalués. Au cours de la deuxième phase de cette campagne rendez-vous de carrière, elle commence au tout début de l'année, où se met en place la préparation pour les évaluateurs du rendez-vous de carrière, et notamment toute la phase de définition conjointe s'il y a 2 évaluateurs dans le cas du second degré, s'il n'y en a qu'un seul dans le cas du premier degré, du plan de rendez-vous de carrière, fixer les dates, les horaires, ce que nous évoquions avec ce qu'évoquait Madame la secrétaire générale, c'est-à-dire le caractère relativement contraint de l'application qui impose un délai pour l'heure, semble-t-il irréductible, de 4 semaines. Nécessité d'une concertation entre les évaluateurs et le renseignement de ce plan de formation dans SIAE. Dans le même temps, vous le voyez, les évalués, eux aussi, ont à préparer leur rendez-vous de carrière. Ils ont à préparer leur inspection, puisque c'est une inspection, et ils ont également à préparer et le cas échéant l'entretien via le fameux document de référence, qu'on appelle aussi notice, qui a été mis à leur disposition dans la phase précédente quand ils en ont été informés. Donc là aussi, ils se préparent, donc c'est une introspection, si je veux faire un mauvais jeu de mots, et puis c'est aussi une information, ils reçoivent, toujours sous la même forme dématérialisée, les indications en leur disant, bien voilà, vous serez inspecté, évalué tel jour à telle heure par l'inspecteur, et si ça a été renseigné, vous serez vu par votre chef d'établissement tel jour à telle heure, dans un délai maximum de 6 semaines. Voilà. Autre phase de ce process, de ce synoptique, c'est la phase la plus importante, c'est celle qui se déroule entre octobre, grosso modo, puisqu'il faut tenir compte du mois, et puis avril-mai de l'année, c'est-à-dire celle qui va permettre la réelle mise en place des rendez-vous de carrière, au sens, j'allais dire, propre du terme et matériel du terme, c'est-à-dire une inspection en classe, suivie d'un entretien, alors et ce sera le seul dans le cas du premier degré, d'un entretien 1 avec l'inspecteur et d'un entretien 2 avec le chef d'établissement dans le cadre d'un personnel du second degré. Et puis, toujours au cours de cette phase, qui donc est relativement longue et va demander, et tous les échanges que nous avons eus dans les bassins ont bien mis en évidence cette organisation matérielle qu'il va falloir trouver, inventer, qui n'est pas encore complètement précisée. Les 2 évaluateurs échangent pour élaborer en concertation leurs appréciations littérales, et le compte-rendu, la grille et l'appréciation littérale est validée à un certain moment.
Je crois que pour cette première année, voire peut-être pour l'année prochaine, nous aurons sans doute besoin de temps, d'harmonisation, d'échanges un petit peu plus importants que par le passé. Je pense qu'il ne faudra peut-être pas tout de suite appuyer sur le bouton valider, parce que qui dit bouton valider, on voit directement, normalement, si j'ai bien saisi l'organisation de l'application, ça envoie directement ça, le compte-rendu, à l'évaluer. Enfin, dernière phase, le compte-rendu est communiqué à l'agent qui dispose de 3 semaines pour faire d'éventuelles remarques. Et puis, nous arrivons à la dernière phase, qui est la phase en fait de notification, qui a lieu de... Alors, on a mis de mai à l'année... à l'année suivante. Normalement, le texte dit que la notification finale est communiquée à l'agent au plus tard 2 semaines après la rentrée de l'année N+1. Si vous me permettez, c'est pas très joli, mais enfin, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, l'appréciation finale est arrêtée par l'autorité compétente, le recteur ou la DAZEN suivant les corps, le premier ou le second degré. L'agent peut exercer des voies de recours. Voilà. Et puis, dernier point, la phase de notification finale est adressée. Voilà un petit peu ce synopsis du PPCR, les différentes phases pour remettre un petit peu ça en place. Voilà sur ce premier point, sur le synopsis des PPCR. Si vous souhaitez tout à l'heure poser ou préciser certains points, on est bien évidemment avec les formateurs à votre disposition. Deuxième point qui est un point important, c'est la conduite des entretiens professionnels. Alors, la même chose, 3 points particuliers, le cadrage, la prise en compte du conducteur préconisé. Alors, je reviendrai là-dessus. Il s'agit bien de quelque chose qui est préconisé et en aucun cas imposé. C'est peut-être... et puis, les points d'appui dont nous disposons. Alors, on a mis levier de réussite. Peut-être que le terme de point d'appui serait beaucoup plus pertinent par rapport à ces conduites d'entretien. Alors, la conduite d'entretien, tout d'abord le cadrage. Pour le cadrage, nous avons tous un même outil, qui est le guide, qui a vocation à accompagner à la fois les évaluateurs et les évalués. Et je me permets vraiment d'insister sur ce « et », parce qu'il est nécessaire que l'ensemble des acteurs puissent prendre connaissance de ceci, c'est-à-dire que le cadrage, il n'y a pas de monopole de l'un sur l'autre. Le cadrage, il est partagé par l'ensemble des acteurs de ce rendez-vous de carrière, donc il n'y a pas de prééminence de l'un par rapport à l'autre. Ça me semblait important de le rappeler. Les finalités de ce rendez-vous de carrière sont importantes. Je vous laisse lire. Nous avons simplement repris ce qui était dans les différents documents. Porter un regard sur une période professionnelle donnée, notamment une occasion pour l'agent d'une démarche réflexive sur son parcours professionnel, les missions qu'il a pu avoir, les évolutions qu'il a pu de lui-même mettre en œuvre, etc. Tracer des perspectives d'évolution professionnelle et puis apprécier une valeur professionnelle par rapport à ça. Donc, je veux dire, je ne reviens pas là-dessus, je vous laisse découvrir, mais je pense que ça y est, on commence à les connaître. Troisième point aussi, nous nous sommes permis de mettre en exergue cette petite phrase, parce que c'est vrai que je pense que cette petite phrase un petit peu anodine et qui a l'air de rien, en termes de posture pour nous évaluateurs, elle change beaucoup de choses, notamment par rapport aux inspecteurs. Comment dire, dans le cadre de l'entretien avec l'inspecteur, l'observation effectuée
pourra contribuer à nourrir les échanges. Et là, je me permets d'insister sur le caractère modélisateur de ce verbe pouvoir, qui plus est au futur, oui, pourra contribuer, parce que il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « il est possible ». Mais l'entretien n'a pas vocation à s'appuyer uniquement, exclusivement, sur ce qui a été vu précédemment. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose de relativement important par rapport à ça. Et puis, dernier point, le document de référence. Vous voyez, ce document qui est donc transmis au personnel qui va faire l'objet d'un rendez-vous de carrière. C'est la trame de ce document de référence, qui n'est pas obligatoire, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, qui a pour objectif de servir de conducteur. Et là aussi, je me permets d'appuyer sur ce terme de conducteur. Hein. Le conducteur, c'est, bon, excusez-moi de faire un truisme, mais c'est bien évidemment celui qui conduit, c'est le conducteur de bus. En fait, c'est la personne physique qui assure la responsabilité de la maîtrise de l'évaluation. Donc là, cette idée, c'est que, et nous y reviendrons dans quelques instants, c'est que dans cet entretien, l'évaluateur n'a pas forcément vocation à prendre le pouvoir et à, bon, on se connaît tous, à parler, à être à gérer l'entretien par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était un petit peu le cadrage. Alors, pour justement essayer un petit peu de voir comment on peut travailler sur cet entretien référé au conducteur, nous avons fait le choix, de manière un petit peu, là aussi, imagée et illustrée, de représenter ça sous la forme d'une horloge, puisque l'entretien est borné dans le temps, donc il nous faut conserver aussi un certain temps, et d'évoquer à travers ce document le partage des différents temps de parole. Voilà. Alors, le premier, alors ça n'a pas du tout, je veux quand même bien insister, ce que je vous propose n'a pas du tout vocation de modèle et d'imposition, mais c'était une façon de peut-être illustrer, comme je vous le disais, cet entretien. Donc la première partie de l'entretien, qui pourrait être donnée à l'évaluateur, c'est un rappel, une mise en confiance, un rappel des enjeux, et la présentation du déroulé de cet entretien, dont le temps d'ailleurs n'est absolument pas prescrit dans les textes, hein, et laissé à la libre initiative des deux protagonistes de l'échange, mais bon. Autre point, deuxième temps, et là on rentre d'emblée dans le document de référence. Il revient sans doute à l'évaluateur de présenter son parcours professionnel, d'en faire, je reprends, hein, j'ai repris un petit peu ce qu'il y avait dans le texte, hein, le contexte significatif, les postes occupés, les missions, les fonctions particulières. Ça fait aussi appel, je vous rappelle, on n'a pas eu, bon, la diapositive était déjà bien dense, mais on pourrait tout à fait mettre sous ce moment-là une appréciation pour l'évaluateur, pour l'inspecteur et le chef d'établissement, de la façon dont il pourra évaluer les compétences, et je pense notamment un certain nombre de compétences qui ont trait à ce que l'enseignant fait dans son contexte professionnel. Alors, je ne vais pas vous redire, hein, certains s'en souviennent, il y a notamment tout ce qui relève des premières compétences de la C6, de la C8, de la C9, de la C10. Je ne doute pas que vous les ayez comme moi tout en mémoire par rapport à ça. Donc ça, c'est un point particulier. Autre temps, donc à partir de ce moment-là, une fois que chacun a pris la parole, s'engage véritablement le temps d'entretien.
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'échanges qui vont se faire autour de 3 axes. L'agent dans son contexte professionnel, l'agent dans son établissement et dans son école, l'agent engagé dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Nous avons fait le choix, même si ce n'est pas tout à fait toujours très heureux, de mêler les 2 premières couleurs. Alors, ne voyez pas dans ce mixité une façon de dire il y a plus de rouge, plus de bleu, il y a des moments où il y a plus de rouge, plus de bleu. L'idée, je pense, c'est que ce soit l'évaluateur qui à chaque fois introduise, précise, synthétise les différents, les 3 différents parcours, les 3 différents thèmes, les 3 différentes thématiques qui seront mises en place au cours de cet entretien. Donc il n'y a pas du tout de volonté de dire faut qu'il y ait plus, moins, etc. Mais c'est bien cette idée d'un échange, pas d'une prise de parole, pas d'une occupation de l'un ou de l'autre. Hein. On a tous connu aussi des enseignants qui étaient capables parfois de prendre la main, si je puis dire, et puis d'avoir une forme de, bon, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais de logorée verbale pour occuper le terrain et pour éviter pendant ce temps-là qu'on pose un certain nombre de questions particulières par rapport à ça. Donc voilà. Donc on est bien sur cette idée. Dernier point, on est sur les souhaits d'évolution. Ne pas oublier que, comme on l'évoquait précédemment, cet entretien doit pouvoir aussi faire le point des souhaits d'évolution professionnelle de l'enseignant, de l'agent. Soit qu'il les verbalise lui-même, j'ai envie, je souhaite, j'ai besoin, etc. Soit que nous-mêmes, en tant qu'évaluateurs, nous puissions verbaliser cette fin de l'entretien, synthétiser, clore un petit peu pour permettre, avant un autre moment, que cela puisse être fait. Voilà. Donc, voilà un petit peu cette organisation d'un entretien avec cette idée qu'on est bien sur ces 3 domaines qui doivent être obligatoirement ou fortement envisagés au cours de cet entretien qui est un entretien professionnel. Pour clore sur cet entretien référé au conducteur, donc quels sont les leviers de réussite ou du moins les points d'appui dont nous disposons en tant qu'évaluateurs? Bon, tout d'abord, on l'évoquait, il y a le respect des préconisations et là je reprends un certain nombre de points qui ont été travaillés lors des réunions de bassin, quand nous avons travaillé, pour ceux qui y étaient présents, sur comment rater un entretien de carrière. Nous avons repris et synthétisé un certain nombre de remarques, de propos qui avaient été faits. Donc le respect, le premier point d'appui sur lequel nous avons, c'est le respect des préconisations du guide. Donc le statut des évaluateurs, la circulation multilatérale de l'information, le calendrier, les horaires. Je ne reviens pas, je pense qu'en tant que cadre de l'éducation nationale, ce sont des formations, si je puis dire, des postures que nous avons d'emblée. Autre point, c'est la sécurisation des conditions matérielles, hein, le choix du local, la nécessaire confidentialité de cet entretien qui doit se mettre en place, hein, par rapport à ça. Autre point, l'explicitation des croisées, des finalités et des enjeux. Je n'y reviendrai pas, j'ai déjà largement évoqué ce point. La préparation documentée de l'entretien, tant du côté de l'évaluateur, mais aussi de l'évalué. Et je pense que là aussi, ça sera fort probablement une évolution de posture de la part des enseignants qui ne sera peut-être pas aisée et facile par rapport à ça. Me permettrait peut-être je l'ai dit, de respecter, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce respect de la parole de l'interlocuteur et la qualité manifeste de l'écoute qu'on doit avoir par rapport à ces points-là. Et puis, dernier point, l'adhésion aux valeurs d'éthique, d'objectivité, d'éthique et de justice que cet entretien met en place. Voilà pour cet entretien. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être continuer, poursuivre. Alors, autre point,
donc le deuxième zoom sur les appréciations littérales. Sujet assez délicat qui pose beaucoup de questions à tous les évaluateurs. Comment on va faire, hein, comment passer d'un rapport d'inspection qui parfois était copieux à 10 lignes. Surtout pour ceux qui sont atteints d'une certaine forme de logorée écrite cette fois-ci. Ça paraît être un petit peu différent, difficile. Là aussi, je me permettrai les mêmes principes. Donc le cadrage de ce rendez-vous de carrière. Le rendez-vous de carrière, et c'est important de le rappeler par rapport à l'appréciation littérale, il a pour but de porter un regard sur une période professionnelle donnée et sur des perspectives d'évolution professionnelle. Et là encore, le « et » conjonction qui lie est quelque chose d'important. Ce n'est pas un point par rapport à un autre, mais c'est 2 points qui sont importants de mettre en place. Ce compte-rendu comporte tout à la fois une appréciation générale du ou des évaluateurs. Dans le premier degré, il n'y en a qu'un seul. Dans le second degré, il y en a 2. Ou dans le premier degré, il y en a 2 quand on est sur des inspections de personnel relevant du privé sous contrat. Et cette appréciation littérale, à chaque fois, elle est limitée à 10 lignes. Et là aussi, on l'a saisie dans SIAE. Donc ça veut dire que le cadre dans SIAE, on ne pourra pas jouer sur la police de caractère, l'Arial Naro 5, on a déjà essayé, mais ça ne sera pas possible. Voilà. Bon, non mais trêve de plaisanterie, je pense que c'est un exercice d'écriture et je pense que nos collègues IEPS, c'est un vrai exercice d'écriture, de rénovation nous aussi de notre écriture professionnelle par rapport à ça. Et oui, je n'en doute pas, mais je me permettais d'expliquer parce que c'est vrai qu'on passait quand même de quelque chose de long à quelque chose qui est beaucoup plus court. Pardon ? C'est l'art de la synthèse. C'est l'art de la synthèse, le choix des mots. Je ne dirais pas le choix des photos, mais le choix des mots. Je reviens au risque peut-être de vous paraître un petit peu enfoncer les portes ouvertes, mais apprécier, c'est mesurer la valeur de quelque chose, et là en l'occurrence de quelqu'un. Ici, c'est la valeur professionnelle qu'il va falloir, à travers cette appréciation littérale, justement pouvoir apprécier. Et la valeur professionnelle, elle s'acquiert d'une part à l'aune des compétences, mais aussi, j'allais dire, de l'entretien. Donc il y a ces 2 points qui sont à prendre en compte. Et puis dernière chose, parce que c'est pas quand même la moindre, c'est qu'en droit, une appréciation littérale est une appréciation qui se fonde sur un écrit. Donc ça veut dire que c'est un écrit qui peut nous être ensuite opposé ou qui peut faire l'objet de contestation de la part des agents et des évalués. Donc en effet, nous avons l'habitude, en effet, nous savons, mais c'est vrai que le choix des mots, ça va être quelque chose de éminemment important. Là aussi, un petit point sur petit schéma, petit tableau pour reprendre un petit peu cette appréciation littérale. Avec peut-être une petite phrase en exergue, il n'y a pas de construction et de consolidation de l'identité professionnelle qu'évoquait Madame la rectrice tout à l'heure, sans le regard d'autrui et notamment sans l'appréciation du professionnalisme. Et ce regard d'autrui, c'est le regard du cadre, de l'évaluateur, de quelqu'un qui est compétent pour pouvoir apprécier cette valeur professionnelle. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à repréciser dans cette évolution, dans cette réforme, peut-être même dans cette révolution qu'impose cette nouvelle façon d'évaluer les personnels. Donc, le processus d'évaluation, j'y vais très rapidement, il fait l'objet d'une observation en classe. Je vous rappelle que le texte dit que l'inspecteur compétent de la matière doit et que le chef d'établissement peut être présent à cette observation en classe. C'est précisé dans les textes. Cette observation en classe est suivie d'un entretien par l'inspecteur. Alors, dans le premier degré, il n'y en aura qu'un seul. Dans le second degré, il y en aura 2, puisque le second est réalisé par le chef d'établissement.
Ça constitue donc ce processus d'évaluation. À l'issue de ce processus d'évaluation, il y a un certain nombre d'échanges, notamment quand il y a deux évaluateurs, d'échanges, de concertations préalables, etc., pour formaliser le compte-rendu. Le compte-rendu qui est donc, pour lesquels les évaluateurs ont la responsabilité, d'une part, de cocher la grille à travers une échelle de compétences sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants, notamment par rapport aux attendus, au degré d'évaluation, d'une grille à cocher, d'une appréciation littérale 1, 10 lignes, d'une appréciation littérale 2, 10 lignes. C'est cet ensemble qui constitue l'appréciation générale. Et donc, le compte-rendu est aussi, si vous avez revu les grilles, hein, le compte-rendu est complété par les observations de l'agent, hein, éventuellement, il peut, et par l'appréciation finale de l'autorité. Alors, pour revenir quand même un petit peu sur ces deux moments clés qui vont construire les appréciations littérales. Sur le premier élément, la procédure d'évaluation, d'observation, d'échange, etc., doit permettre d'évaluer la valeur professionnelle par référence à des compétences. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si je n'ai pas pu le mettre dans la diapositive parce qu'elles étaient déjà denses, dans la façon dont se construit l'horloge de l'entretien, on voit bien qu'à chaque fois, chaque moment peut donner lieu à nourrir notre appréciation quant à la valeur professionnelle. Pour parler de manière un peu rapide et peut-être provocatrice, où je vais mettre la croix. Je vais mettre la croix dans la consolidée, satisfaisant, très satisfaisant ou excellent. Mais, autre point, par contre, la formalisation écrite, celle qui est dans le compte-rendu, elle exprime les conclusions de la démarche d'évaluation, et cette démarche d'évaluation, c'est une démarche de valorisation, qu'elle soit positive ou négative, hein, des valeurs, me semble-t-il, négatives qui existent aussi, des compétences acquises par l'agent et de sa volonté de s'engager dans une démarche de développement professionnel. Tout ça que l'appréciation littérale doit permettre d'apprécier en 10 lignes ou en 20 lignes. C'est tout cet enjeu-là qu'il faut préciser. Alors, les enjeux rédactionnels, c'est-à-dire les contraintes de cet exercice d'écriture. Donc, il faut que cette appréciation littérale soit objectivée, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur des critères et des observations concrètes, recueillies lors à la fois de l'inspection et des échanges. Cette appréciation littérale doit sélectionner, sélectionner les compétences que l'évaluateur souhaite mettre en avant, de manière positive ou non, afin de procéder à une réflexion de synthèse sur la valeur de l'agent, c'est ce point particulier. Et puis pour l'agent, pas l'oublier aussi, parce qu'il est aussi partie prenante, c'est un point d'appui, c'est ce regard d'autrui que j'évoquais dans la précédente diapositive. C'était le regard d'autrui à un moment donné de son parcours professionnel pour lui permettre d'évoluer, de progresser, etc. C'est tout ça les enjeux rédactionnels. Alors, pour vous essayer de donner un petit peu de corps à cette appréciation littérale, nous sommes avec quelques collègues amusés. C'est un bien grand mot. Disons que nous avons pensé que mieux vaut que tous les discours, on a essayé de mettre ça en musique. Donc on va vous proposer une étude de cas. Une étude de cas suivante. Donc mes excuses aux inspecteurs. Nous avons choisi le cas d'une CPE. Dans les quelques diapositives qui vont suivre, dans mon propos, c'est d'essayer un petit peu d'apprécier avec vous le sens de la réflexion qu'on va avoir. On a plus de liberté, mine de rien, dans cette démarche d'évaluation, et comment on peut, en 10 lignes, dans ce moment très court,
rendre justice et faire en sorte que le personnel que l'on inspecte, que l'on évalue, se sente reconnu, si je puis dire. Alors, donc voilà une forme d'appréciation qu'on pouvait tout à fait trouver auparavant, hein, dans les appréciations générales. C'est une collaboratrice hors pair. Avec ça, cette appréciation élogieuse mais lapidaire, difficile de pouvoir construire apporter des éléments de jugement et de critérisation pour pouvoir positionner cette personne dans l'échelle de compétences par rapport à ça. Donc, on va vous proposer 3 appréciations différentes. Vous êtes très... merci de votre indulgence, hein, on a fait ça un petit peu entre 2 ou 3 personnes, donc c'est pas toujours évident. Mais on vous propose 3 appréciations différentes, de manière un petit peu anticipée, hein. On fait comme diraient les enfants, on fait ça pour du beurre, hein. Mais ça peut permettre de voir un petit peu comment ça peut se faire, si je puis dire. Donc, 3 propositions. Première, je vous la laisse découvrir. Deuxième, toujours sur une CPE. Hein. Je m'excuse pour mes collègues du premier degré, mais je pense qu'ils pourront faire le transfert sur d'autres situations. Et troisième. Alors, si je peux me permettre, je vais les reprendre. Voilà, vous les aurez. Voilà. Si on s'en tient à une critique, hein, alors on s'autocritique puisque c'est nous qui avons fait les appréciations. Cette première appréciation littérale, la notion de compétence que j'évoquais précédemment, elle est vraiment réduite à des capacités techniques. Maîtrise le maniement de l'outil. Les capacités techniques, c'est ce qui est souligné. Voilà. Voilà. Gère, communication, etc. Le portrait, il y a peu d'éléments de contextualisation, et le portrait qui est brossé de cette CPE ou de ce CPE, puisque volontairement Camille est un prénom unisexe, est peu valorisant. C'est celui d'une habile exécutante. Voilà. Donc voilà une forme d'appréciation littérale qui peut permettre peut-être de... Je passe à la seconde. Là, si on regarde, déjà, l'appréciation littérale est beaucoup plus contextualisée dans le respect des axes du projet d'établissement. L'autonomie de l'agent, on voit que le CPE est quelqu'un d'autonome, hein. Là encore, le même système, c'est-à-dire ce qui est souligné relève des compétences et ce qui est surligné relève de cet aspect modélisateur. Il y a une capacité d'initiative, il y a une capacité d'analyse, mais la fin de l'appréciation littérale pourrait laisser à penser que disons que c'est bien, mais ça ne va pas au-delà. Voilà. Si on regarde et on analyse d'un petit peu plus près la troisième appréciation littérale, là, on a une maîtrise des compétences qui est complètement contextualisée, ou beaucoup plus contextualisée que les 2 précédentes. On a des compétences d'initiative et d'autonomie, quand on dit, par exemple, ad hoc, c'est-à-dire que bon, elle est capable de réagir. De plus, le rédacteur de cette appréciation a mis en évidence les hautes qualités professionnelles de cette personne. C'est faire face aux multiples situations, c'est restituer clairement
et sous forme écrite des informations nécessaires au traitement des dossiers. Donc voilà un petit peu. Alors, je vous le dis bien, ça n'a pas du tout de valeur de modèle, c'est beaucoup plus une proposition pour un outil d'aide à la réflexion. Rien n'est figé, on aura tout à inventer dans les contenus, dans les formes, dans les tournures de phrases. Comme disait le collègue, on sait faire, et c'est vrai qu'on aura sans doute à réutiliser, à transférer nos compétences dans un autre. C'est vrai que ces aspects très modélisateurs, nos collègues IAIPR de lettres ont sans doute ces aspects-là beaucoup plus en tête, mais c'est vrai que l'utilisation de formes particulières, de termes, etc., sera sans doute un exercice que nous aurons à mettre en place. Voilà, donc on a essayé, on n'est sans doute pas allé aussi loin, parce que je sais que lors des réunions de bassin, pour y avoir participé moi-même, il y avait beaucoup de propositions sur ces appréciations littérales. Je pense que nous aurons d'ici quelques temps aussi à vous proposer d'autres documents un petit peu plus importants. Voilà. Alors, autre point aussi sur ces conseils rédactionnels, pour être pertinente, et je finis, ces appréciations nécessitent d'être formulées dans un langage approprié, donc être le plus factuel possible, mettre en évidence la valeur, positive ou négative, et utiliser des termes qui permettent de hiérarchiser les appréciations. Je vous rappelle que c'est à partir d'une part des grilles et des une ou deux observations littérales que l'autorité académique devra, je vais utiliser un mot peut-être pas très joli, mais enfin tant pis, j'en assume les conséquences, de discriminer. N'oublions pas que nous avons, que l'autorité académique a 25 à 30% d'agents excusez-moi l'expression et l'image, à écrémer. Donc il va bien falloir que l'autorité académique s'appuie sur les grilles, mais aussi la qualité rédactionnelle de cette appréciation littérale pour que, s'il y a contestation de l'évaluer, il y ait, j'allais dire, une justification dans les propos tenus. Donc c'est vrai que les modélisations en disant il est parfait, il est excellent, etc., vous l'avez vu à travers l'exemple de Camille, collaboratrice hors pair, oui, mais encore. Voilà. Alors, dernier point, je tiendrai mon timing. Dernier point, c'est celui des attendus. Alors, nous l'avons dit, le PPCR supprime la notation. Il supprime ainsi la possibilité d'harmoniser les notes et décors en aval des inspections. Donc, il y a une vraie question éthique qui se pose par rapport à l'égalité de traitement entre tous les évalués. Question que nous avions posée lors de notre premier séminaire à l'ESN. Là, je parle au nom de mes collègues formateurs académiques. Voilà. Alors, c'est vrai que les réponses ne sont pas arrivées, ne se sont pas construites. Il y a sans doute, et on a travaillé aussi avec vous tous ensemble sur ces aspects-là, peut-être qu'il faut essayer de trouver cette égalité ou cette équité, plus exactement, de traitement en amont du rendez-vous de carrière, et notamment sur les conditions de l'harmonisation, sur les attendus communs. Et donc là, je fais référence à la grille et particulièrement à ces 4 colonnes qui ont beaucoup interrogé, à consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent. Et donc l'idée, c'est de se poser la question, c'est de comment se représenter et formuler des éléments partagés. Parce qu'on l'évoquait, Madame la rectrice l'a évoqué, il y a bien une culture commune entre évaluateurs et évalués aussi quelque part, qu'il va falloir construire par rapport à ça. Alors, là encore, nous avons pris le parti, avec le groupe dans lequel je travaillais, de partir j'allais dire, des productions des évaluateurs. Donc, on va vous donner un exemple d'une compétence.
qui était coopérer au sein d'une équipe. C'est une compétence qui relève de tous les enseignants. Hein, voilà. Donc, nous avions proposé, lors d'un séminaire des corps d'inspection au mois de juillet, nous avions proposé un document martyr. En fait, nous avons fonctionné beaucoup à partir de ce qu'on appelle des documents martyrs. Vous connaissez toute l'expression, je n'y reviendrai pas. C'est-à-dire que on avait proposé une situation initiale. L'état initial, c'est celle que vous voyez à gauche. Hein. Le professeur, actif ou non dans la classe, adopte une posture individualiste. Rien de collectif, rien de partagé dans ses pratiques à l'échelle de l'établissement. Et donc, à l'issue des travaux que nous avons menés lors de ce séminaire des corps d'inspection autour de ces attendus, on est arrivé à une formulation déjà un petit peu plus importante, hein, par des attendus. Qu'est-ce qu'on attend d'un professeur? Il soit capable d'exprimer ça sous des aspects observables. Je vous rappelle que, là encore, je fais écho sur l'appréciation littérale, il faut se fonder sur des observables. Dans la première colonne, on est sur des jugements de valeur ou sur des jugements qui ne sont pas corrélés à une observation. Dans la deuxième colonne, on a des choses qui sont corrélées à une observation. Il travaille de manière individuelle. Il est strictement observateur de sa classe et pas, avec. Donc là, on était sur une appréciation, un attendu d'un enseignant qui serait à consolider. On va prendre l'extrême, c'est-à-dire excellent. Sur cette même compétence, quels seraient les attendus en termes de compétences? Le professeur, là encore, je vous laisse découvrir. Une première partie qui est une colonne de gauche qui est sur des jugements ou des observations relativement peu contextualisées. Et sur le deuxième, quelque chose qui met beaucoup plus en évidence des points particuliers. Voilà. Il est un fédérateur efficient. Bon, voilà un petit peu ses attendus. C'est dans le dictionnaire. Dernier point, un autre exemple également. Alors là, on a essayé de toujours sur une autre compétence, sur un autre modèle, CPE. Voici les attendus, les observables qui pourraient être partagés par l'ensemble des évaluateurs sur les 4 colonnes. Si on prend pour un CPE la compétence assurer l'animation de l'équipe vie scolaire et organiser son activité, l'idée à consolider, vous voyez, on a mis en gras les verbes qui, quelque part, reflètent aussi un profil. Là encore, si je fais référence à ce qui a été dit précédemment sur les appréciations littérales, la première colonne à consolider, on est sur de la maîtrise technique, on est sur de la gestion. Dans la deuxième colonne, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus organisé, où on peut travailler en autonomie, où il y a une marge d'initiative que le CPE prend ou qui est donnée au CPE. Et puis pour les 2 dernières, on est sur du pilotage, voire sur la construction et de l'évaluation. Voici à travers ces différents points des attendus qui pourraient être proposés. Je vous donne un autre exemple. Là aussi, ça n'a pas valeur de modèle. C'est sans doute un document. Alors pour les IEN du premier degré, nous avons au cours de nos précédents travaux spécifiques travaillé sur cette grille. Donc nous avons une grille sur ces observables et sur ces attendus. Lors des réunions de bassin, le choix a été fait que sur l'ensemble des réunions de bassin au niveau académique, toutes les compétences pour tous les personnels que nous avons à inspecter puissent être travaillées. Nous avons récupéré en fin de semaine dernière tous les documents de travail. Et en ce moment, nous sommes en train de les concaténer, de les harmoniser, de façon à pouvoir vous proposer
sans doute au retour des congés d'automne, un document qui pourrait être partagé au titre de l'évaluation commune. Mais là encore, sans qu'il n'y ait, bien évidemment, de modèle. Hein. On est vraiment, là, vous voyez quelque chose qui relève d'un état vraiment... c'est un document de travail, c'est encore un document martyr. Hein. Si je reprends un autre, voilà, toujours pour vous permettre ce partage, modèle 1, enseignant, compétences, installer et maintenir un travail propice aux apprentissages. Voilà le type d'attendu qui pourrait être proposé, mais ce n'est pas, là encore, une valeur professionnelle. Ça n'a pas de valeur modélisante. Voilà. Ben, je crois que je suis arrivée au terme. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. C'est l'ensemble des formateurs académiques qu'il faut applaudir et je leur retransmettrai vos applaudissements. Merci.